Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on continue notre cours. Je pense qu'on est assez nombreux, on peut commencer. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Très bien. Alors, une toute petite seconde. Bon, on continue. Alors, la séance passée, donc je vais juste mettre la présentation et mettre à côté vos questions. Donc, on avait parlé la fois passée, le dernier cours, on avait parlé de l'apprentissage automatique en général. On avait défini les concepts de l'apprentissage général, l'apprentissage automatique, quelques définitions par certains chercheurs. On avait aussi donné quelques exemples d'apprentissage automatique. Les domaines de l'application, les domaines d'application de l'apprentissage automatique. On avait aussi donné un petit workflow qui résume un petit peu le processus d'apprentissage automatique. Ensuite, on avait parlé de surapprentissage, de sous-apprentissage. On avait distingué les différents types d'apprentissage en apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement et apprentissage non supervisé. Donc là, je voudrais vérifier vos informations. Est-ce que vous vous rappelez de la différence entre l'apprentissage supervisé et non supervisé? C'est quoi la différence? Par quoi on distingue de l'apprentissage supervisé par de l'apprentissage non supervisé? سوبرفيزي نحن هما اللي ندولو لي زونطري ولي سورتي. Les entrées et les sorties, comment? ندولو لي زونطري ولي سورتي Très éventuellement. bien, très bien. Nous donnons les entrées et les sorties. Il y a une supervision où on donne les sorties, justement. On veut que l'algorithme apprenne ce qu'il va avoir comme sortie. L'apprentissage non supervisé, du coup, donc ça sera quoi? يساي دو كلاسيفي ولا على حساب لي زونطري برك. À la sable les entrées. Donc, en fait, on va pas utiliser le mot classifier parce que généralement, classifier, c'est beaucoup plus le superviser. Donc, qui dit classification, dit apprentissage supervisé. Donc, pour le clustering et pour le non supervisé, on va surtout parler de groupement, d'association, de clustering. Donc, selon ce que notre algorithme voit comme données, il essaie de les regrouper selon un critère donné. Est-ce que le critère, c'est nous qui le donnons ou est-ce que c'est l'algorithme qui le connaît, le critère de regroupement, à votre avis, pour l'apprentissage non supervisé? Étiquetage des données, oui. Alors, vous prenez la parole, vous écrivez tout moyen de correspondance est bon. Hein. Il apprend tout seul, c'est nous. Alors, il apprend tout seul à regrouper des données. Il apprend tout seul à créer des clusters. Mais il doit se baser sur un certain critère. Par exemple, il va se dire, je vais regrouper les personnes selon leur âge. Je vais les regrouper selon s'ils sont malades ou pas.
Euh, donc, il y a certains critères sur lesquels il va se baser, ce qu'on appelle des descripteurs, des caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, est-ce que c'est nous qui donnons ces caractéristiques à notre algorithme ou est-ce que c'est lui-même qui va se créer des caractéristiques pour faire sa segmentation ou sa classification, plutôt son clustering? C'est lui-même. Normalement, c'est lui-même. C'est lui qui va savoir sur quelle base il va regrouper. OK, j'attends un vote majoritaire. Donc, il détecte les features. Les features, Mira, justement. Est-ce que c'est lui qui connaît ces features sans intervention du programmeur ou est-ce que c'est le programmeur qui définit les features? On peut définir. Comme c'est le programme? Oui, Alors, j'ai certains qui me disent c'est le programme, d'autres qui me disent c'est le programmeur. madame. Alors, le gagnant, c'est le programmeur. Donc, le groupe qui a dit le programmeur. En fait, quand je demande à mon algorithme de faire du clustering ou de faire du regroupement, je dois lui donner sur quelle base il doit se baser. Lui dire, voilà, il y a un certain nombre de descripteurs, de caractéristiques, de features, comme vous venez de dire, sur lequel vous allez vous baser pour me créer des clusters. Après, les clusters, c'est à vous de voir. Par exemple, je donne l'exemple de... Enfin, on va y arriver, donc plus tard dans ce cours, mais je donne par exemple l'algorithme de Kamins. Dans Kamins, ce que je vais donner à mon algorithme, ça va être un ensemble de critères. Par exemple, je donne à mon algorithme une base de données qui contient les noms des personnes, leur âge, leur antécédent cardiaque, leur poids, et je vais lui demander de me créer trois clusters. Quels que soient ces clusters, c'est à lui de voir ce que va me donner cette information, ce que va me donner le cluster. Donc, je ne vais pas dire une classification comme par exemple, mettez-moi les personnes âgées dans une classe, les personnes jeunes dans une classe et les personnes seniors dans une troisième classe. Dans un clustering, je vais juste dire, regroupez-moi 3 clusters. Et c'est à l'algorithme d'aller essayer de regrouper ces clusters, mais en se basant sur des critères que moi-même j'ai donnés. C'est-à-dire, je vais demander à mon algorithme de me regrouper les données en 3 clusters en se basant sur le poids, l'âge et l'antécédent. Donc, moi, mes features, je les donne à mon algorithme. Sinon, l'algorithme ne saura pas comment regrouper. Donc, voilà, entre l'apprentissage supervisé et non supervisé, dans l'apprentissage supervisé, je donne les features, je donne les descripteurs et je donne aussi les classes. Donc, quoi, et je donne je donne à mon algorithme aussi des données étiquetées. C'est-à-dire dire que la première personne appartient à la classe senior, la deuxième personne appartient à la classe âgée, la troisième personne appartient à la classe jeune. Dans le clustering, je ne donne pas cette information, mais je donne quand même sur quelle base on va se baser pour faire un clustering. Donc, c'est la différence entre supervisé, non supervisé, mais dans les deux cas, je dois donner les descripteurs. Quand on dit le programmeur donne les features, on parle du dataset. Le programmeur, donc c'est nous, c'est le data scientist, c'est l'ingénieur, c'est la personne qui est en train de faire le design du machine learning programme, donc du programme d'apprentissage automatique. Et les features, donc c'est les critères. La dataset, c'est les données. Donc le programmeur, qui est la personne, va donner une base de données à son algorithme et il va lui donner un ensemble de descripteurs. Donc, hard coding. Donc, je vais définir un ensemble de descripteurs pour faire le clustering ou la classification ou la segmentation. Très bien. Bien, on a vu la différence entre supervisé et non supervisé. Donc, la différence majeure, c'est que dans le supervisé, j'ai un superviseur qui va me dire voilà où est-ce que mon algorithme, voilà où est-ce que je veux que mon algorithme arrive. Je veux qu'il sache à quelle classe appartient telle donnée dans tout l'ensemble de données. Dans l'apprentissage supervisé, je ne connais pas cette information. Donc, je lui demande juste de regrouper. Mais dans les deux cas, donc je dois donner ces descripteurs, qu'on appelle aussi descripteurs, features en anglais,
ou classificateur, ou pardon, caractéristique. Alors là, je dis souvent ça à mes étudiants. Souvent, dans les projets de fin d'études, pour les personnes qui font de l'apprentissage automatique, ils vont mettre fonctionnalité. Et en fait, fonctionnalité, c'est les features, c'est les descripteurs, mais ce n'est pas le mot qu'on utilise. Le mot qu'on utilise, c'est soit descripteur, soit caractéristique. Mais donc, quand vous allez traduire de l'anglais un article scientifique ou quelconque article que vous trouvez en anglais sur Google Translate va vous donner fonctionnalité comme traduction à features. Et là, il faut faire très attention. Features, c'est pas fonctionnalité, c'est caractéristique dans le domaine de l'apprentissage automatique. Donc ailleurs, vous pouvez traduire ça, mais dans l'apprentissage automatique, ce n'est pas fonctionnalité, mais c'est descripteur ou caractéristique. Vous choisissez le terme. On arrive à apprentissage par renforcement. Alors, un autre concept qui peut me rappeler ce que c'est que l'apprentissage par renforcement et c'est quoi la différence entre supervisé, non supervisé et par renforcement. Quelle est la différence entre les trois? Donc, on a vu la différence entre les deux. Maintenant, la différence avec ce troisième algorithme. Très bien, très bien. Il apprend de son environnement, exactement. Donc, dans l'apprentissage par renforcement, notre algorithme apprend de son environnement. Et en fait, il y a le concept qu'on appelle les rewards. Donc, notre algorithme il est basé sur, très bien, récompense-punition, exactement. Donc, au lieu d'aller chercher à regrouper les données sur la base de features, au lieu d'aller chercher à classifier les données sur la base d'un étiquetage fait par le programmeur, là, le robot apprenti va essayer d'apprendre à partir de son environnement avec de la récompense et de la punition. Donc, quand il fait un bon geste, on récompense notre algorithme. Lorsqu'il fait un mauvais chemin, lorsqu'il prend un mauvais chemin, je lui implique une punition. Et donc, c'est la différence entre les trois. Donc, on va essayer, donc, durant ce cours, de commencer par l'apprentissage supervisé. On va essayer de s'étaler un petit peu sur les algorithmes les plus connus. On passera ensuite vers l'apprentissage non supervisé et on terminera, Inch'Allah, par l'apprentissage par renforcement. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, je continue toujours avec l'introduction et on va essayer de survoler rapidement toutes les bases de l'apprentissage supervisé, les notions dont on a besoin et aussi quelques algorithmes les plus connus qu'on va essayer de voir justement l'après-midi durant le TP. Je continue. Alors, l'apprentissage supervisé, ça on a vu, donc la séance passée. On avait donné quelques exemples de l'apprentissage non supervisé. Alors, vous me dites où est-ce qu'on s'était arrêté parce que je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on avait vu jusqu'ici? Est-ce que vous vous rappelez du numéro de slide dans lequel on s'était arrêté? 17, très bien, très bien. Donc, tout ça, on passe. Donc, le clustering et l'association. On avait parlé de l'apprentissage supervisé en tant que classification, où on traite des données continues, et de la régression, où on traite la classification, où on traite des données discrètes, et la régression, où on traite des données continues. Des données, je parle de output. Donc, lorsque le output est continu ou est discret. Ensuite, on est rentré un petit peu dans le formalisme de l'apprentissage supervisé. Donc, étant XI, YI. XI, c'est quoi? Les entrées. C'est les entrées, c'est une entrée donnée. XI, c'est une entrée donnée. Et si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, XI, c'est quoi en apprentissage automatique? C'est Les caractéristiques. mes caractéristiques. Très bien. C'est mes caractéristiques, c'est mes features. Et YI, c'est quoi? La classe. La classe. C'est la sortie, c'est la classe. On appelle ça aussi une étiquette. Donc, c'est l'étiquette de la donnée XI. Donc, XI, c'est une donnée I.
I qui est compris entre 1 et n, I bien sûr c'est un entier, c'est soit ma première donnée, ma deuxième donnée, ma troisième donnée, jusqu'à ma nième donnée, étant ma base d'entraînement contenant n entrées, donc n input. YI, donc c'est la classe relative au feature, au descripteur, au vecteur de descripteur XI. Donc XI c'est un vecteur, YI c'est soit un scalaire, soit un vecteur. C'est d'abord un scalaire parce que c'est une étiquette, mais on va voir que pour les besoins de programmation, on va le transformer en vecteur. Donc, la base d'apprentissage, la base de validation. Donc, je divise mon ensemble de données en ensemble d'apprentissage et en ensemble de validation et en ensemble de tests éventuellement. Voilà, ça on a parlé. Ça on a parlé aussi. Donc la base d'entraînement avec vérité terrain. Donc c'est quoi la vérité terrain? Rappelez-moi. C'est mes Y. Exact, c'est mes Y. Et comment on obtient la vérité terrain? C'est mes Y réels. Hein, c'est mes Y réels. C'est le superviseur, oui, c'est le superviseur. Et on dit souvent que c'est un expert du domaine. Généralement, c'est un expert du domaine. Par exemple, je suis dans des données médicales et savoir si c'est une tumeur ou pas, ou si c'est une tumeur bénigne ou une tumeur maligne, là, il nous faut un expert pour donner la classe du input. Donc, généralement, on va parler d'expert qui va étiqueter les données. On continue. Donc, la régression, classification. Alors, pour la régression, voilà, ça c'est bon. La classification maintenant, donc on était parti plus spécifiquement à la classification, qui est l'algorithme d'apprentissage automatique supervisé. Et on avait parlé de probabilité, donc dans un algorithme de classification, ma sortie, c'est soit une classe, soit des probabilités d'appartenance à la classe. Et c'est à nous de définir le output pour savoir est-ce que je vais prendre les probabilités comme output que je vais donner à mon utilisateur. Donc, si je suis en train d'implémenter une application pour un médecin, pour un hôpital, je vais je vais en discuter avec le médecin en question et je vais lui demander est-ce que vous voulez avoir la probabilité ou un pourcentage qui va vous dire que la personne, que cette tumeur est bénigne ou maligne, ou est-ce que vous voulez directement la classe, oui ou non? Donc là, ça va être un besoin de mon utilisateur. Donc généralement, on préfère toujours avoir un output de type probabiliste. Ensuite, une fois que j'ai la probabilité, je vais définir un seuil, dire voilà, si mon algorithme me donne un pourcentage supérieur à un certain seuil, je vais dire que ça appartient à la classe 1, sinon ça appartient à la classe 2, et ainsi de suite. Et là, justement, rappelez-vous de cette notion parce qu'on va revoir ça dans la courbe ROC. Et dans la courbe ROC, on a besoin justement du seuil de classification. Alors, donc, résumons un peu avec un schéma. Donc, avec un schéma, je peux résumer le processus de classification. Donc, mon vecteur des entrées, qui sont les objets, les descripteurs, les caractéristiques, my features, je les donne à un classifieur avec leurs étiquettes, bien sûr. Je vais essayer de définir la valeur prédite, valeur des sorties, en utilisant donc les probabilités, donc la probabilité d'appartenance à la classe 1, à la classe 2, jusqu'à la classe n. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que l'étiquette, qui est la sortie d'un classifieur, peut être soit un scalaire, soit un vecteur. Et c'est ça le vecteur, justement. Lorsque c'est un scalaire, je vais juste dire que
cet objet appartient à la classe 1, ou bien à la classe 2, ou bien à la classe 3. Donc, je mets en sortie un chiffre. Donc, 1 pour classe 1, 5 pour classe 5, etc. Par contre, lorsque je vais programmer et lorsque je veux avoir les probabilités, je ne vais pas avoir juste le scalaire, mais je vais avoir le vecteur. Et en fait, ça, on va aussi le réexpliquer durant le TP. Donc, lorsque j'ai une étiquette, parce que mon superviseur ne va pas me donner des probabilités, mon expert plutôt ne va pas me donner des probabilités, il va juste me donner une classe. Donc, lors de ma programmation, je dois réarranger ma sortie de telle sorte à avoir un vecteur qui est les probabilités. Donc, si mon expert me dit cet objet est un noyau, et moi, donc sur une image, on va imaginer que sur une image, j'ai les noyaux, j'ai le cytoplasme, j'ai appareil de Golgi, j'ai 3 classes, on va dire. Donc, il va me dire que cet objet, c'est un noyau. Donc, dans le output, je ne vais pas mettre 1, mais je vais mettre 1, 0, 0. Vu que j'ai 3 classes, donc ma classe, c'est la première classe. Donc, à la première entrée, j'aurai un 1. Et tout le reste, ça va être un 0. Et je fais ça pour les autres classes. Voilà, donc j'ai le vecteur de output. Donc, c'était un scalaire que j'ai transformé en vecteur pour mes besoins. Et ensuite, donc, je vais calculer une erreur et je vais apprendre de mon expérience. Donc, je calcule mon erreur. Je vais essayer de réduire justement cette erreur de prédiction. Donc, mon algorithme prend les entrées. Avec leur vérité terrain, il va prédire des valeurs à partir de ces entrées. Il va les comparer avec la vérité terrain et il va trouver une erreur. Et cette erreur, donc, il va essayer, en utilisant un algorithme, par exemple, de descente du gradient, de réduire justement cette erreur et faire sa phase d'apprentissage en faisant plusieurs itérations et en essayant d'arriver à un minimum global. Donc, tout ça, c'est des notions dans lesquelles on va bien s'approfondir durant ce semestre. Donc, la vérité terrain, vous m'avez très bien dit que c'est le superviseur. Je vous ai dit que c'est non seulement le superviseur, mais en plus d'être superviseur, il est expert. Donc, une vérité terrain, c'est une donnée étiquetée par le nom de la classe à laquelle elle appartient. La donnée est accompagnée de sa vérité terrain, car l'étiquetage est fait par un expert du domaine. La matrice de confusion, alors là, on va entrer un petit peu sur les métriques pour mesurer la performance d'un classifieur. Donc, je sais que j'ai un classifieur, je sais que mon classifieur va être basé sur une certaine fonction hypothèse. On avait parlé de ça la semaine passée. Donc, c'est la fonction de prédiction qu'on appelle aussi hypothèse. Et cette hypothèse va avoir des paramètres. Et basé sur ces paramètres, va essayer de deviner un output, de prédire ma sortie. Je vais comparer. Donc, une fois que mon algorithme de classification a fait son apprentissage, il va me donner ses sorties finales, après toute sa phase d'apprentissage. Je vais essayer de vérifier la robustesse de mon classifieur en utilisant des métriques de classification, des métriques que je vais utiliser, des métriques de performance plutôt, pour vérifier donc, la robustesse de mon classifieur. Parmi les métriques, on trouve donc tout d'abord la matrice de confusion. Pourquoi je commence par la matrice de confusion? Parce que c'est la plus basique et c'est sur ces 4 valeurs que vont être basées presque toutes les mesures suivantes, presque toutes les métriques suivantes. Donc, je définis d'abord c'est quoi les vrais positifs, c'est quoi les vrais négatifs, c'est quoi les faux positifs et c'est quoi les faux négatifs. Donc, pour les vrais positifs, ça va être les éléments de la classe 1 correctement prédits comme étant la classe 1. Et là, donc, sur mon tableau, je vais aller suivre. Donc, la classe observée, c'est la classe 1 et la classe prédite, c'est aussi la classe 1. Et donc, mes vrais positifs vont être mis ici. Donc, je reviens à mon exemple. Si mon algorithme, si j'ai 10 patients et pour 4 patients, j'ai la personne malade. Pour 6 patients, j'ai la personne saine. Mon algorithme va me prédire, donc malade, c'est 1 et saine, c'est 0. Donc mes vrais positifs,
vont être les éléments de la classe 1 prédites comme étant correctement prédits. Donc, si mon algorithme a prédit 6 personnes saines, dans ce cas-là, donc mes vrais positifs vont être égaux à 6. Je passe à mes vrais négatifs. Madame, Donc, c'est les 4 restants. Oui, la matrice est égale à la classification binaire. ça c'est pour la classification binaire, oui. Mais donc on peut étendre ça sur la classification, sur la multiclassification, sans aucun problème. D'accord? Donc je vais juste rajouter plus euh, de classes. Et ici, je vais dire les éléments de la classe K correctement prédits comme appartenant à la classe K. C'est clair? Donc, je prends l'exemple le plus simple, mais c'est très facile d'aller sur une classification plus grande. Je vais juste augmenter le tableau. Les vrais négatifs, donc c'est les éléments de la classe 0 qui ont été prédits comme appartenant à la classe 0. Donc, c'est les vrais négatifs, donc c'est la première ligne, première colonne. Les faux positifs, donc ça va être deuxième ligne, première colonne. Donc c'est des positifs, c'est des éléments appartenant à la classe 1, mais qui ont été prédits comme appartenant à la classe 0. Et enfin, les faux négatifs, donc c'est des éléments qui appartiennent à la classe 0, mais qui ont été prédits par notre classifieur comme appartenant à la classe 1. Maintenant, juste petite remarque ici, lorsque j'ai une très grande classification, je vais plutôt utiliser, au lieu d'utiliser une matrice de confusion simple avec des chiffres à l'intérieur, et surtout si j'ai beaucoup de données, souvent vous allez trouver donc dans des documents ou des articles scientifiques, vous allez trouver une carte de chaleur. Et j'aurai donc les couleurs foncées et beaucoup plus, donc la diagonale qui va passer vers vers le rouge, et toutes les zones restantes vont aller du rouge vers le bleu jusqu'au bleu le plus clair, pour justement dire que la diagonale est plus grande ou bien autre. Donc, ou bien les données les plus grandes. Donc là où j'ai des couleurs foncées qui se rapprochent du rouge, ça va être des valeurs grandes. Et lorsque j'ai des valeurs qui se rapprochent du zéro, je vais avoir des couleurs plus claires, du bleu clair, etc. Donc, juste pour éviter un chargement lorsque vous présentez vos résultats. Par exemple, donc je donne l'exemple le plus évident en classification d'images. Donc, par exemple, pour ImageNet, c'est un contexte international, une compétition internationale, et on avait défini 1000 classes. Donc, avoir une matrice de confusion de 1000 classes, c'est beaucoup trop grand. Donc, on va essayer juste de la représenter avec une carte de chaleur. Maintenant, ma question pour vous est, quelle est une bonne matrice de confusion? Comment je peux reconnaître une bonne matrice de confusion? Bonne matrice de confusion, je sous-entends un bon classifieur. Donc, comment je peux reconnaître un bon classifieur? À partir de sa matrice de confusion. Donc, juste en regardant ma matrice de confusion. Comment devra être? Faux positif égale faux négatif égale 0. Très bien. Égale 0, on va essayer de se rapprocher de 0. Très souvent, en classification, c'est presque impossible d'arriver à 0. Presque impossible. Mais on va essayer de se rapprocher à 0, effectivement. Comme je vois aussi, donc, en regardant ma matrice de confusion, qu'est-ce que je remarque de plus évident? Vrai positif, vrai négatif, supérieur, oui. Vrai positif, vrai négatif, supérieur à faux positif et faux négatif. Très bien, oui. Et qu'est-ce que ça implique dans le visuel de ma matrice? Qu'est-ce que je vois quand je vois ma matrice? Très bien. Que doit être la diagonale? Comment doit être ma diagonale? Non nul, des 1. Est-ce que ça doit être des 1 dans la diagonale? Des 1, si c'est des pourcentages. Si c'est des pourcentages. Mais si c'est des valeurs, comment devra être ma diagonale? Le max, très bien, le max. Et pour le reste, les val max, le plus grand possible, très bien. Et pour le reste, des zéros ou se rapprochant de zéro, très bien. Donc, si
Donc, si je suis sur une matrice de confusion, comme je vous ai dit, qui contient peut-être 1 million de classes, de 1 jusqu'à 1 million, ce que j'aurai, alors je réduis ça un petit peu, ce que j'aurai, et rien qu'en regardant ma matrice de confusion, j'aurai quelque chose comme ceci. Ensuite, peut-être qu'il y aura une confusion des classes qui se ressemblent un petit peu, et j'aurai donc quelque chose qui ressemblerait à ceci. Et ma diagonale serait en rouge justement parce que c'est ma diagonale qui représente les valeurs vraies prédites vraies, les valeurs fausses prédites fausses, pardon. Donc, c'est à quoi devra ressembler ma matrice de confusion. Donc, la diagonale de ma matrice de confusion, elle est très importante. C'est ce qui va refléter la robustesse de mon classifieur. Alors, j'avais dit, est-ce que ça sera des 1 ou est-ce que ça sera des max? Ça sera des 1 si je calcule ici le ratio. Donc, si je calcule vrai positif sur la totalité des vrais positifs. Et là, j'aurai un pourcentage et non pas des valeurs. Mais si je calcule juste les éléments de la classe 1, là, j'aurai des chiffres et je vais chercher la valeur maximale. Donc, ici, vous pouvez avoir une matrice de confusion avec des pourcentages, des probabilités, ou bien avec carrément les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, si c'est des pourcentages, effectivement, la diagonale doit se rapprocher de 100%, donc doit se rapprocher de 1, les autres de 0. Si c'est les éléments, donc je dois juste me rapprocher du max. Très bien. On passe à quelque chose, et je garde ici toujours les vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs, faux négatifs, parce que ça va être la base donc, de toutes les métriques suivantes. Prochaine métrique, c'est le rappel ou la sensibilité ou le taux des vrais positifs. Et donc là, le rappel se calcule pour chaque classe. Donc, le rappel de la classe 1, ça va être les vrais positifs, donc les valeurs prédites comme étant appartenant à la classe 1, réellement appartenant à la classe 1, sur la totalité du positif et du négatif. La précision, donc ça va être la proportion d'éléments bien classés pour une classe donnée, donc c'est les vrais positifs sur la totalité. Le taux de faux positifs va être donc les faux positifs par rapport au reste, et la spécificité, donc ça va être les vrais positifs sur les faux positifs plus les vrais positifs. Donc c'est égal à 1 moins donc, le taux de faux positifs qui a été calculé précédemment. Donc la spécificité est très utilisée en imagerie médicale et en données médicales en général, pas seulement en imagerie. C'est une information qui importe beaucoup les spécialistes. Je passe à la précision et le rappel. Donc, il est possible, donc on a parlé de classification binaire, de rappel d'une seule classe. Je peux étendre ça pour la totalité de mes classes et donc je peux vérifier la précision et la qualité de mon classifieur pour une classe donnée et je peux moyenner ça pour avoir la précision pour toutes les classes données pour lequel le classifieur a la tâche de classifier. Donc, il n'est pas possible de calculer les indicateurs globaux du système en calculant les indicateurs de chaque classe, puis la moyenne de toutes les classes. Donc, les vrais positifs de la classe I sur vrais positifs de la classe I plus faux positifs de la classe I, et je cumule ça sur toutes les classes de 1 jusqu'à L, L étant le nombre de classes. Je fais la même chose pour le rappel et je calcule une seule valeur. Je passe à la courbe ROC. C'est aussi une courbe très intéressante pour voir la précision d'un système donné, pour voir donc la qualité d'un classifieur donné. La courbe ROC représente un tracé des vrais positifs en fonction des faux positifs, dans le cadre d'une classification binaire. Cette courbe trace donc classe binaire, mais bien sûr, je peux étendre ça. Donc, si je reviens, je peux calculer la précision et le rappel pour toutes les classes et tracer donc une courbe ROC pour tout le reste. Non. La courbe ROC, c'est pour la classification binaire. Pardon, c'est pour la classification binaire, étant donné que j'ai un pourcentage, que j'ai un seuil.
Donc, la courbe ROC représente un tracé des vrais positifs en fonction des faux positifs dans le cadre d'une classification binaire. Donc, important, c'est pour la classification binaire. Cette courbe trace les couples faux positifs. Pourquoi j'ai mis un VF? Non, ça doit être un faux négatif. Ici, je dois. Non, non, normalement, c'est la précision et le rappel. La courbe ROC. Vrai positif. Oui, ça doit être vrai positif. Ici, c'est une erreur. Hein. Vrai positif en fonction des faux positifs. Pour chaque valeur de seuil, l'aire définie sous la courbe permet d'évaluer la qualité du classifieur. Plus l'aire s'approche de 1, plus le classifieur est bon. Son inconvénient majeur, c'est que les indicateurs sont calculés sur la base, sur les données d'entraînement et fournissent par conséquent une évaluation optimiste du modèle. Solution possible, donc utiliser la validation croisée. Donc, on va parler justement de la validation croisée. Donc, voici la courbe ROC. Donc, c'est le taux de faux positifs. Alors, c'est le taux de faux positifs. Qu'est-ce que j'ai mis comme indice ici? Ah, donc j'ai directement taux de FP. Donc, c'est la sensibilité par rapport à la spécificité. Alors, la discrimination parfaite serait celle en vert, mais ça, c'est quasiment impossible en classification. Donc, plus je me rapproche de la courbe parfaite, plus mon classifieur est bon. Et pas de discrimination, donc ça, la ligne bleue va représenter beaucoup plus une classification aléatoire. Et nous, on veut se rapprocher de la classification parfaite. Donc, en pratique, pratique clinique, je dis pratique clinique, je vous ai bien dit que généralement, la courbe ROC va être beaucoup plus utilisée en pratique clinique et en imagerie et en données médicales. Donc, pratique clinique, je vais avoir quelque chose qui ressemblerait à ceci pour la courbe ROC. On passe à la validation croisée. Oui, oui. Les paramètres, c'est-à-dire كيما spécificité ou c'est ça. Donc là, je dois juste vérifier. Donc, pardon? sont des variables كيفاش يتبدلوا. Ah oui, très bien, très bien, très bien. Très bonne question. Très bonne question. Donc, comment je vais avoir plusieurs valeurs ici de spécificité et de sensibilité? Ça va être selon le seuil. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je veux classifier, faire une classification binaire, ma sortie, enfin, pas seulement binaire, mais quelle que soit la classification, la sortie du classifieur va être des probabilités. Donc, des probabilités d'appartenance à telle ou telle classe. Dans la classification binaire, j'aurai seulement deux probabilités. Oui ou non, ça appartient à la classe ou ça n'appartient pas à la classe. Donc, c'est pour ça que je parle de vrai positif, faux positif. Est-ce que c'est réellement positif ou est-ce que c'est positif avec une erreur? C'est une erreur. Donc, par exemple, si je dis malade, pas malade, mon classifieur va me donner 0,3 malade et 0,7 pas malade. Et moi, donc, le médecin va me dire, moi, si le pourcentage, si la probabilité qu'il soit malade est de 0,3, moi, j'accepte qu'il soit malade. Pour qu'il soit pas malade, je veux avoir une probabilité qui est égale à 0. Donc, j'ai changé le seuil. Donc, j'aurai d'autres métriques, vrai positif, faux négatif, etc. Donc, selon le seuil, je vais avoir une métrique différente. Et selon le seuil, donc ici, ce que j'aurai, ça va être les seuils. Donc, première valeur va être avec le premier seuil, deuxième valeur avec le deuxième seuil, troisième valeur avec le troisième seuil, et ainsi de suite pour justement dessiner ma courbe. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien, très bien. Donc ça, c'est important et c'est une très bonne question. Donc, comment je définis les différentes valeurs de ma spécificité et de ma sensibilité, ça va être basé sur le seuil que j'ai pris pour faire ma classification. Autre question, ça va? Bien.
Donc, on passe à la validation croisée. Donc, si vous vous rappelez, la séance passée, on avait parlé de surapprentissage et de sous-apprentissage. On avait dit que lorsque je fais un sous-apprentissage, l'idée serait intéressante de rajouter des données, de faire des augmentations de données. On va arriver à ça aussi. Pour le problème de surapprentissage, qui est un problème très courant, on aura quelques solutions. En arrivant aux algorithmes donc, plus en détail, on parlera de facteurs de régularisation. Mais avant d'aller jusqu'aux facteurs de régularisation, je peux faire des petites techniques de validation croisée. Donc, c'est quoi la validation croisée? En fait, la validation croisée consiste à découper ma base d'apprentissage en plusieurs morceaux que j'appelle pli ou fold, d'où K-fold, cross-validation. Et donc, pour chaque sous-pli, pour chaque pli, des cas plis, je vais entraîner mon classifieur et calculer les métriques. Et je vais essayer d'apprendre sur toutes les bases et voir si je peux éviter le surapprentissage en faisant de la validation croisée. Donc, les variantes de validation croisée, j'ai en fait deux variantes. La division entraînement-test et la validation à cas pli. La division entraînement-test, donc, je pense que je vais remplacer test par validation. Donc, j'ai toute ma base de données. Au lieu de prendre toutes mes données et aller essayer de faire un entraînement, je vais plutôt découper en 2/3, 1/3. 2/3, je vais utiliser pour l'entraînement et 1/3, ça va être les données que mon classifieur n'a jamais vues, que je vais utiliser pour la validation, valider mon algorithme. Donc, ça, c'est la division la plus basique. La validation croisée, par contre, donc, les données vont être dans la classification croisée à cas pli. Je vais avoir des données qui seront divisées en cas sous-groupes, que j'appellerai les plis. Un pli choisi aléatoirement sur les cas est laissé comme un ensemble de tests et le modèle est entraîné sur tous les cas plis restants. Le processus est répété K fois et les moyens des mesures de performance d'entraînement sont comparés à celles du test pour détecter un éventuel surapprentissage. Donc, si je trouve qu'il y a un surapprentissage, si je trouve que j'ai toujours du mal, donc entre l'entraînement et le test, il y a toujours une très grande différence, je dirais que j'ai un surapprentissage et je vais essayer d'aller plus loin, donc régularisation pour essayer d'éviter le surapprentissage. Donc en fait, la validation croisée, c'est une méthode pour déceler, pour détecter le surapprentissage. Qu'est-ce que je voulais dire là aussi? Je pense que j'avais quelque chose à rajouter. Moyens de mesure de performance d'entraînement sont comparés à celles du test pour détecter un éventuel surapprentissage. Bon, normalement, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Bien, donc je continue jusqu'à ce que je me rappelle. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici pour la validation croisée? S'il n'y a pas de questions, on va commencer avec quelques algorithmes. Donc un survol très rapide de quelques algorithmes de classification qu'on va détailler tout au long du semestre. Donc, s'il n'y a pas de questions, je commence avec l'algorithme le plus basique. Donc, pour ce premier contact avec les algorithmes de classification, on va essayer d'avoir une idée sur les cas plus proches voisins, sur les machines à vecteurs de support, sur les réseaux de neurones, sur les arbres de décision et enfin sur les réseaux de neurones convolutifs. Pourquoi on passe au réseau de neurones convolutifs? Pour avoir un petit peu une idée sur l'apprentissage profond. Et ça, c'est très intéressant. Étant data scientist ou des experts en machine learning et systèmes informatiques intelligents, vous devez quand même avoir des idées sur ce qui est le plus tendance, qui est justement l'apprentissage profond. Donc, on commence avec les cas plus proches voisins, l'algorithme le plus basique et le plus simple, et vous serez amené justement à l'implémenter. Donc, ça s'appelle K-nearest neighbors en anglais. C'est un des algorithmes de classification supervisée les plus simples. Cependant, bon, je dois enlever très performant, mais on va dire performant. Il est utilisé pour la prédiction des variables qualitatives multiclasses.
KNN est un algorithme d'apprentissage paresseux et non paramétrique. Paresseux, donc il n'y a pas un grand apprentissage derrière, et non paramétrique, donc il n'utilise pas de paramètres dans le modèle. Il utilise ses propres paramètres, par exemple, le paramètre qui est le K, donc premier paramètre de l'algorithme, mais des paramètres proprement parlés pour le modèle d'apprentissage, K plus proche voisin, n'en utilise pas. Les données d'entraînement étant étiquetées par leur classe, l'idée de base de KNN est de trouver un groupe d'objets de voisins parmi ces derniers qui sont les plus proches de l'objet de test. Ce dernier se va assigner la classe majoritaire parmi celles de ses voisins. 3 éléments clés, donc la base d'entraînement étiquetée, une distance ou métrique, ça c'est très important aussi, entre les objets et la valeur des cas nombres les plus proches. Donc ça, c'est les éléments de base. C'est les paramètres, mais pas les paramètres qu'on va voir avec les autres algorithmes tels que les réseaux de neurones ou les arbres de décision ou les machines à vecteurs de support. Le calcul de similarité se fait via plusieurs distances entre euclidienne, Hamming, Mahalanobis, géodésique, etc. Donc, on a un très grand ensemble de métriques qu'on peut utiliser pour les cas plus proches voisins. Et chaque métrique va marcher mieux pour un certain type de données et certaines caractéristiques. Donc, les caractéristiques 2D, les caractéristiques 3D, les caractéristiques 1D. Donc, chacune, on pourra utiliser une mesure de distance particulière pour appliquer l'algorithme de cas plus proches voisins. Le choix du cas est crucial et dépend fortement des données. En effet, la valeur de K est choisie de sorte à minimiser l'erreur de classification. Plusieurs techniques peuvent être utilisées de validation croisée, par exemple, pour choisir le bon cas. Donc, algorithme K plus proche voisin, j'imagine que c'est très simple, j'imagine que vous connaissez déjà. Donc, j'ai un ensemble de données. Je vais imaginer que j'ai 3 classes. Les classes vertes, les classes rouges et les classes bleues. Et j'ai une nouvelle donnée, donc cette donnée, et ce que je vais faire, je vais aller calculer la distance entre chacun. La distance, bien sûr, je calcule la distance. Normalement, je vous ai dit ça la dernière fois. Il est très important et très crucial pour la classification supervisée d'avoir le même nombre de descripteurs pour toute la base de données. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on avait défini le formalisme de classification, on avait dit que XI avait une taille de 1 jusqu'à M. Donc, c'était un vecteur M-dimensionnel. Et j'avais ici donc mes descripteurs, mes features, mes caractéristiques. Et donc ça, si c'est l'objet numéro 1, ça va être par exemple ce cercle rouge. Il va être défini par son vecteur de descripteur qui est de taille M. L'objet numéro 2 doit obligatoirement avoir aussi une taille de 1 jusqu'à M. Qui peut me dire pourquoi je dois avoir la même taille pour tous les objets de ma base de données. C'est primordial. Pourquoi? Donc, cette donnée qui est là doit avoir la taille M, M nombre d'éléments dans son vecteur descripteur, dans son XI. Donc, X1. X2 de l'objet 2 doit aussi avoir la taille M, donc un vecteur M-dimensionnel. Pourquoi objet 2, pourquoi X2 doit avoir aussi la taille M? Une idée? La matrice de confusion. Comment? La matrice de confusion existe. Pas la matrice de confusion, non. Non. Ou même le modèle يقدر classifier. Le modèle est classifié, mais pourquoi? Formellement, pourquoi? Pourquoi ils doivent tous les deux avoir la même taille? Pour qu'on puisse calculer la distance. Pour calculer la distance, très bien. Pour calculer la distance. Effectivement, Fares, vous avez raison, c'est pour que le modèle puisse apprendre.
Mais Walid nous rajoute une information. Donc, c'est pour calculer la distance. Vous savez que si je calcule une distance euclidienne, ça va être premier vecteur moins première valeur du premier vecteur moins première valeur du deuxième vecteur au carré, plus première valeur du premier vecteur moins plutôt deuxième valeur moins deuxième valeur au carré, plus quelque chose, et je dois obligatoirement avoir deux valeurs pour chacun. Donc, si par exemple, j'ai mon objet 1 qui est première valeur, c'est l'âge, donc 20, et l'objet 2, son âge est 21, donc je vais mettre 20 moins 21 au carré, première mesure, plus la deuxième feature va être le poids, donc 60 kg ici et 70 kg ici. Donc pareil, 60 moins 70 au carré. Plus, je rajoute, troisième critère, je vais dire antécédent. Donc 1 pour le premier et 0 pour le deuxième. Donc pareil, 1 moins 0 au carré, donc plus 1 moins 0 au carré, et ainsi de suite jusqu'à arriver à m. Donc si ici j'ai 4 valeurs et ici j'ai 5, je ne pourrais pas calculer cette distance, c'est impossible, mathématiquement c'est impossible. Je ne peux pas calculer une distance euclidienne faite avec deux vecteurs qui ont des dimensions différentes. Donc c'est pour ça qu'il est impératif pour tous les algorithmes d'apprentissage automatique supervisés d'avoir la même taille de descripteur pour toute la base de données. Donc, c'est ce qu'on va faire pour le cas plus proche voisin. Donc, je prends le vecteur du premier, je prends le vecteur du deuxième et je vais calculer première valeur moins première valeur au carré, deuxième valeur moins deuxième valeur au carré, troisième valeur moins troisième valeur au carré, jusqu'à terminer jusqu'à m descripteur, donc mième valeur moins mième valeur au carré. Je vais faire la racine et je vais trouver une distance euclidienne entre mes deux vecteurs. Donc, cas plus proche voisin, ce que va faire cas plus proche voisin, donc pour la valeur qu'on a mis ici, donc celle qui est en bleu clair, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc c'est cette valeur. Donc ça, on va dire que c'est notre base d'apprentissage, ensemble d'apprentissage, qui contient les étiquettes. Donc, je sais bien que tout ce qui est en vert, ça appartient à la classe verte. Tout ce qui est en rouge appartient à la classe rouge. Et tout ce qui est en bleu appartient à la classe bleue. Bon, je vais effacer ça, vu que je l'ai coloré. Donc, tout ce qui est bleu. Donc, c'est tout ce que va contenir ma base d'apprentissage. Obligatoirement, pour ma base d'apprentissage, toutes les données doivent obligatoirement être étiquetées. Maintenant, pour la nouvelle observation, qui est le bleu un peu plus clair que le bleu qui est sur la base de données, ce que je vais faire, je vais prendre le vecteur descripteur de cette donnée test, que je vais appeler cette donnée de test. Donc, dans la base d'apprentissage, l'algorithme ne l'a jamais vue. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça une donnée de test. Donc, pour ma donnée de test, je vais aller calculer la distance euclidienne entre cette donnée de test et toutes les autres données. Une fois que j'aurai calculé tout ça, donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus 4, plus 4, donc 8 plus 5. 8 plus 5, ça me donne 13, si je ne me trompe pas. Donc mes 13 éléments, donc je vais calculer 13 distances. Donc entre mon élément qui est ce bleu clair, je vais avoir 13 distances avec chacune. Je vais enlever ça pour avoir plus d'espace. Donc je vais prendre de 1 jusqu'à 13. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 13. Et pour chacune, j'ai calculé une distance. Donc, par exemple, la première distance est égale à 50. La deuxième, 3. La troisième, 8, 9, 20, etc. jusqu'à arriver à une distance de 3 peut-être. Ce que je garde en tête, donc 1, c'est le premier élément de ma base de données. Donc, mon élément de test avec mon premier élément de base de données m'a donné une distance de 50. Mon premier élément avec mon deuxième élément de la base de données, mon élément de test avec mon deuxième élément de ma base de données m'a donné une distance de 3. Avec le troisième, une distance de 8, etc. Ce que je garde, c'est les étiquettes. Donc, je sais que ça appartient à la classe verte, 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 verte. Ensuite, j'ai la classe rouge, 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 etc. Et enfin, j'ai la classe bleue. Bleu, 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 etc.
Donc, pour les éléments. Donc, la première étape, c'est de calculer la distance avec tous les éléments de ma base de données. Troisième étape, c'est de trier donc les distances. Je vais trier ces distances et si je trie ces distances, là, les classes vont aussi être triées. Donc, ça va suivre les distances. Donc, si ma plus petite distance va être 1, je vais prendre toute cette partie et je vais la mettre à la première position. Deuxième distance est égale à 3, je vais prendre toute cette partie. Je vais la mettre à la deuxième position. Troisième distance, c'est 8, je vais prendre toute cette partie que je vais mettre à la troisième position. Et ainsi de suite. Je vais trier toutes ces distances et je vais récupérer pour chaque distance l'élément qui m'a donné cette petite distance dans la base d'apprentissage et l'étiquette de cet élément. Je fais mon tri et je choisis K plus proche voisin. Donc, je choisis, si je prends 3 plus proches voisins, donc qui sont ces 3-là, je vais aller chercher le vote majoritaire. Alors ici, c'est quelle classe que va avoir mon élément bleu d'après ce qu'on vient de faire? À votre avis? Vert ou bleu? Vert ou bleu? Est-ce que ça sera vert ou bien bleu? C'est lequel que je vais choisir? Les 3 plus proches voisins, j'en ai 2 en vert et j'en ai un en bleu. Un qui est le 13e élément. Quelle sera la classe de mon objet test? Vert. Vert, très bien. Pourquoi vert? Vous venez de dire qu'on prend majoritaire. On prend majoritaire, très bien, on prend majoritaire. Je vois bien ici que j'ai 2 éléments qui sont de classe verte. Et j'ai un seul élément dans les 3 plus proches voisins qui est un bleu. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le vert, je ne vais pas prendre le bleu. Donc, la classe de mon élément avec l'algorithme de K plus proche voisin, c'est la classe verte. Et donc, je vais affecter l'étiquette verte à ma classe, à mon objet, qui est ce bleu clair. Donc, on a bien vu, j'ai une base d'apprentissage, je prends un élément, je vais calculer la distance euclidienne ou une quelconque distance. On va prendre la distance la plus simple, la distance euclidienne. Donc, je vais prendre la distance euclidienne entre cet élément et tous mes éléments de ma base d'apprentissage. Je vais trier toutes ces distances. Je garde les étiquettes des éléments qui m'ont donné ces distances et je vais choisir parmi les cas plus proches voisins le vote majoritaire. Et le cas, bien sûr, on a dit que c'était un paramètre utilisateur. Donc, c'est ça l'algorithme de K plus proche voisin. Et donc, les paramètres, c'est K plus proche voisin. Alors, on dit que, quelques applications des K plus proches voisins. Donc, K plus proche voisin est très utilisé. A très longtemps été très utilisé et jusqu'à aujourd'hui, il est très utilisé. On dit souvent qu'on utilise K plus proche voisin parce que lorsque j'ai envie de vérifier est-ce que les caractéristiques que je suis en train d'utiliser pour la classification sont robustes, oui ou non. S'ils sont assez robustes, mon K plus proche voisin, qui est un algorithme très naïf, va me donner de bons résultats. Parmi les applications, donc, on a la reconnaissance des signes de la main avec certains travaux dans la littérature. Vous allez trouver beaucoup de travaux de chercheurs qui font la reconnaissance des signes de la main en utilisant les K plus proches voisins. K plus proche voisin est aussi beaucoup utilisé pour la traduction des informations stockées dans les gènes, et ça, c'est un domaine de recherche très actif, et aussi, bien sûr, dans la classification d'imagerie médicale. Les inconvénients des K plus proches voisins, les avantages, bien sûr, que c'est très simple à implémenter, c'est pour ça que ça sera votre premier assignment, ça sera votre premier travail à rendre dans votre TP. C'est très simple à implémenter, mais il y a quand même ces inconvénients. Parmi les inconvénients de K plus proche voisin, donc on a le choix des cas, la mesure de distance à choisir. Je peux varier donc les mesures et voir quelle est la mesure qui me donne le meilleur résultat. Et c'est aussi coûteux. K plus proche voisin est un algorithme coûteux. Pourquoi il est coûteux?
Pouvez-vous me dire pourquoi K plus proche voisin est coûteux comme algorithme? Pourquoi il a Le calcul des distances Oui, calcul de distance. avec tous les nœuds. Avec tous les... Exactement, calcul des distances avec tous les nœuds. C'est très coûteux. Si ma base de données contient 1 million de données, je vais calculer ça à chaque fois que j'ai envie de classifier. Donc, je dois comparer, calculer 1 million de distances. Aussi, pourquoi il est coûteux? Pour le tri aussi. Donc, je dois non seulement calculer les distances, mais aussi faire le tri. Et vous avez vu depuis la première année combien d'algorithmes de tri on a. Et combien ils sont complexes, surtout si je fais un tri naïf. Autre chose, c'est coûteux. En informatique, on parle de deux choses. De temps et de quoi d'autre? D'espace mémoire. Et donc, KPP, pourquoi il est coûteux? Dans le deuxième critère, en espace mémoire, pourquoi K plus proche voisin est coûteux? La distance pour chaque point. Pour chaque point, ça c'est le temps. Il va prendre beaucoup de temps. Bien sûr, il va prendre l'espace. Mais aussi. La matrice multidimensionnelle. La matrice multidimensionnelle, oui, si je garde la matrice multidimensionnelle. Mais autre chose, je vous donne un indice. Lorsque je fais un apprentissage avec, par exemple, les réseaux de neurones ou par exemple le SVM, je vais garder un modèle qui contient les points. Mais dans le cas plus proche voisin, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je dois oublier? Toute la dataset, exactement. Toute la dataset. Je dois garder toute ma dataset. Donc, ça me coûte en espace aussi. Si ma dataset est d'1 million, je ne pourrai jamais me débarrasser de ma dataset. Et si je veux prendre ça, donc si je veux créer un logiciel qui me fasse une classification en se basant sur les cas plus proches voisins, imaginez la taille de mon logiciel. Mon logiciel n'aura pas seulement les poids d'un modèle, il aura toute la base de données à l'intérieur. Et à chaque fois, je vais comparer avec toutes les données. Donc, c'est coûteux en espace, c'est coûteux en temps de calcul. Très bien. Donc, on passe à l'algorithme SVM rapidement. SVM ou MVC, MVS, machine à vecteur de support. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions sur KPP jusqu'ici? Est-ce que ça va? Pas de questions? Très bien. Donc, on passe à K plus proche voisin. Donc, à machine à vecteur de support. Alors, je vous demande de ne pas vous inquiéter aujourd'hui. Je veux juste j'aurais aimé avoir plus de temps. Je veux juste faire un survol très rapide sur les algorithmes d'apprentissage, notamment les SVM ou les MVS, les réseaux de neurones, les arbres de décision et les réseaux de neurones convolutifs. Donc, on va essayer d'aller très rapidement, mais juste pour entamer le TP. Et si on a besoin de revenir sur ces notions pour avancer dans le TP, on y reviendra sans problème. Donc, les machines à vecteurs de support sont appelées aussi les séparateurs à vaste marge. VMP a été introduit depuis 1995. Et juste pour information, jusqu'en 2014, SVM était l'algorithme le plus utilisé par rapport aux autres spécialités, je ne peux pas vous dire, mais par rapport à l'imagerie et à la classification d'images, SVM était le plus utilisé. C'était une méthode utilisée pour résoudre des problèmes de classification binaire. À la base, c'était pour la classification binaire, mais il a été étendu par la suite pour la multiclassification. Prédite pour prédire une valeur qualitative à deux classes, à multiclasses, ainsi que des valeurs quantitatives. Donc, ma classification peut être qualitative, rouge ou bien vert, deux classes qui sont qualitatives, ou bien quantitatives, donc 1 ou 0, ou 1, 2, 3, comme classe. Dans le cas initial, on devait ramener le problème de discrimination à celui linéaire. Donc, les premiers algorithmes de machine à vecteur de support étaient des algorithmes linéaires. On utilisait des fonctions linéaires. Mais par la suite, on a essayé de réfléchir à des fonctions non linéaires, de rajouter des noyaux non linéaires pour améliorer la classification en utilisant les MVS.
Donc, on devait ramener le problème de la discrimination à celui linéaire de recherche d'un hyperplan de marche optimale. Alors, vous savez que lorsque j'ai des données de deux catégories, par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure, les bleus, les classes bleues et les classes vertes. Ce qu'on peut utiliser, ça serait une fonction linéaire, donc une ligne qui va me séparer ces données. Donc, une ligne. Et cette ligne, donc, ce que je dois faire, donc, cette ligne peut être faite ainsi, elle peut aussi être faite ainsi, elle peut aussi être faite comme ceci, et ainsi de suite. Je peux avoir plusieurs possibilités en ayant deux axes, X et Y. Donc, ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Et je veux essayer de trouver, alors ça, c'est pas mon Y en fait, c'est pas l'étiquette, juste pour ne pas confondre. Ça, c'est X2 et ça, c'est X1. X1, c'est la première caractéristique, X2, c'est la deuxième caractéristique. Par exemple, ici, j'ai l'âge et ici, j'ai le poids. Donc, en fait, je vais dessiner des éléments. En vert, c'est des personnes saines. En bleu, c'est des personnes malades, en fonction de leur âge et de leur poids. Et ce que je veux faire, je veux dessiner une ligne qui va me séparer ces données. Je peux dessiner seulement une ligne ici, parce que j'ai seulement deux caractéristiques. Mais si je passe à plus de caractéristiques, je vais devoir utiliser un hyperplan au lieu de dessiner une ligne. Donc, c'est ce qu'on dit ici. C'est pour ça que je parle d'un hyperplan. Je ne parle pas d'un plan, je ne parle pas d'une ligne, mais je parle d'un hyperplan qui va prendre en considération plusieurs valeurs, plusieurs caractéristiques. Donc, mon X est multidimensionnel et c'est ce qu'on a vu dans l'exemple de tout à l'heure. Donc, de 1 jusqu'à M. Mon vecteur caractéristique d'une donnée, d'une quelconque donnée, est un vecteur à M dimensions. Donc, le classifieur linéaire en lui-même qui a pour but de séparer les deux classes en maximisant la distance entre ces dernières. Donc, si je reviens sur mon exemple, si je prends cette ligne, je vais la mettre en rouge. Si je prends par exemple cette ligne, en comparaison avec cette ligne, ceci, et cette ligne en vert. Donc, si je compare ces deux-là, je peux dire peut-être que la ligne rouge est mieux que la ligne verte. Et sur quoi je vais me baser? Je vais me baser sur la distance qui va séparer ces données. Et la distance, ça va être cette distance. Donc, une distance entre la ligne et le plan. Entre ça et ça. Entre ça et ça. Et entre aussi les vertes. Donc, je veux que la séparation du côté à l'autre soit maximale. C'est pour ça qu'ici, je parle de séparer les deux classes en maximisant la distance entre ces dernières. Notons-le par H. Donc, H, ça va être l'hyperplan. On parle d'hyperplan, encore une fois, juste parce que j'ai des données multidimensionnelles. Je n'ai pas un scalaire, je n'ai pas un vecteur à deux dimensions, j'ai un vecteur à plusieurs dimensions. Plusieurs hyperplans séparateurs valides peuvent exister. Un hyperplan séparateur entre deux classes est représenté dans la figure. Donc, je dois juste enlever ici parce que... Donc, voilà, ça c'est un hyperplan, un bon hyperplan séparateur. Donc, la description la plus simple, c'était une ligne. Mais nous, du moment qu'on a plusieurs éléments dans notre vecteur, je peux définir une donnée avec plusieurs caractéristiques
Donc, je vais dessiner un hyperplan et c'est cet hyperplan qui va me séparer donc, mes données de la façon la plus optimale. Maintenant, séparer les données en calculant les distances entre tous les éléments, c'est coûteux et ça peut ne pas me donner un bon résultat. Donc, les machines à vecteurs de support vont se contenter de quelques vecteurs qui vont appeler les vecteurs de support. Et c'est les vecteurs les plus proches de notre hyperplan. Donc, les points les plus proches, qu'on appelle vecteurs de support, et qui sont seuls utilisés pour la détermination de l'hyperplan optimal. Donc, pour l'hyperplan optimal, je vais essayer d'avoir la distance minimale, la distance la plus petite. Donc, si je reprends notre exemple, donc je vais essayer de trouver la distance minimale entre les vecteurs de support qui sont les éléments les plus proches. Donc, je vais prendre ce vecteur de support, ce vecteur de support, ce vecteur de support et ce vecteur de support. Bien sûr, cette distance doit être perpendiculaire. Donc, je veux maximiser cette distance avec les éléments les plus proches. Et si les éléments les plus proches ont une distance maximale, dans ce cas-là, c'est un hyperplan qui me sépare bien mes données. Et donc, si j'ai une nouvelle donnée, je vais juste utiliser cet hyperplan, voir si ma donnée est au-dessus ou au-dessous pour savoir si elle appartient à la classe verte ou bien à la classe bleue. Donc, l'hyperplan optimal, le but est de chercher parmi les hyperplans valides celui qui passe au milieu des points des deux classes. Formellement, cela revient à chercher un hyperplan dont la distance minimale aux exemples d'apprentissage est maximale. On appelle cette distance la marge. Et on cherche justement la marge optimale. La marge, donc c'est ce que j'ai défini ici en rouge. C'est ça nos marges. L'hyperplan séparateur optimal est celui qui maximise la marge. Oui? les points les plus proches. Comment? Qui fait les points les plus proches. Qui fait les points les plus proches. Je vous demande aujourd'hui juste de prendre l'idée. On aura un cours spécial pour les SVM et on rentrera dans tous les détails techniques. Il va reconnaître les vecteurs les plus proches en se basant sur un formalisme mathématique. Mais je ne veux pas y rentrer maintenant. Je veux juste vous donner l'idée globale pour juste commencer à un peu palper la chose durant le TP et on va consacrer un cours pour ça. D'accord? D'accord. Parce que c'est quand même SVM, c'est un algorithme un petit peu compliqué, donc on va prendre notre temps pour le comprendre. Donc, intuitivement, le fait d'avoir une marge plus large procure plus de sécurité lors de la classification d'un nouvel exemple. De plus, si l'on trouve le classifieur, donc l'hyperplan qui sépare au mieux vis-à-vis des données d'apprentissage, il est clair qu'il sera aussi celui qui permettra de mieux classer les nouveaux exemples. Donc, toute l'idée est là. Donc, voici mes vecteurs de support. Donc, j'ai choisi des vecteurs de support. Je vais dessiner mon hyperplan et je vais essayer de maximiser cette marge, donc pour avoir une marge optimale. SVM donc, passe par un espace non linéaire vers un espace linéaire. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de passer du plan initial vers un nouveau plan. Donc, une nouvelle base orthonormale. Donc, pour un petit peu voir les données d'une autre sphère. Et donc, ici, je suis sur le cas où ma séparation de données ne peut pas être linéaire. Donc, on voit bien ici que mes données ne peuvent pas être séparées seulement par une ligne. Donc, on va aller à un espace plus grand pour essayer de séparer les données avec un hyperplan en changeant donc le plan initial pour se retrouver sur un hyperplan, une fonction linéaire de séparation. Voilà, donc je vous demande juste de garder en tête juste l'idée générale, c'est de séparer les données en se basant sur des vecteurs de support. Et on essaiera de voir ça plus en détail plus tard. Une petite seconde. J'ai ma batterie.
Alors, les SVM présentent deux modèles de base, les modèles linéaires et les modèles non linéaires. Donc, même si je passe vers un espace plus grand où ma fonction linéaire peut séparer mes données, il se peut que même avec ça, je n'arrive toujours pas à séparer mes données. Et dans ce cas-là, je dois utiliser un noyau non linéaire, je dois passer à une fonction non linéaire pour pouvoir séparer mes données. Donc, pour les problèmes non linéairement séparables, la solution est de passer. Donc, pendant longtemps, on avait dit que si mon problème est linéairement séparable, je vais utiliser un SVM. S'il n'est pas linéairement séparable, je vais aller directement utiliser un réseau de neurones, par exemple. Mais plus tard, donc, il y a eu des idées de changer donc, le SVM vers des modèles non linéaires et en utilisant donc les noyaux. La solution est de passer de l'espace initial vers un espace intermédiaire qui est dit de représentation, espace de description de grande dimension, voire infini, qui va permettre une séparation linéaire des exemples d'apprentissage. Donc, ceci va passer par un noyau. Et justement, lorsque vous allez voir donc, en implémentation, lorsque on utilise la fonction SVM, on va nous proposer donc, plusieurs noyaux, le noyau RBF, Radial Basis Function, et d'autres noyaux qu'on peut utiliser pour séparer, pour utiliser l'algorithme SVM. Donc tout ça, on va y arriver plus tard. Les arbres de décision, un algorithme encore plus simple que ça. Un arbre de décision, en anglais decision tree, modélise une hiérarchie de tests sur des valeurs d'un ensemble de variables, des descripteurs. À l'issue de ces tests, le prédicteur produit une valeur numérique ou choisit un élément dans un ensemble discret de conclusions. Donc, pour un problème donné, nous disposons d'un échantillon dont X est une donnée quelconque, définie par les n descripteurs. Donc, comme dit précédemment, les descripteurs doivent toujours avoir une taille identique pour toute notre base d'apprentissage. Donc, soit Y, la variable à prédire, qui peut être soit qualitative, et donc définie sur un ensemble C, soit quantitative. Un arbre de décision est un classifieur représenté sous la forme d'un arbre tel que un nœud racine et chaque nœud intermédiaire représente un test sur les descripteurs, les XI définis précédemment. Chaque valeur possible du descripteur testé, le nœud, est associée à une branche qui est étiquetée par cette valeur. À chaque classe ou valeur prédite ou associée, une feuille est associée une feuille, cette valeur en question, les CI ou les valeurs possibles Y. Donc, voici un exemple. Donc, ça, c'est mes descripteurs. Donc, humidité, vent, état du ciel. Et lorsque je passe d'une valeur à une autre, donc c'est les valeurs possibles. Donc, mes descripteurs sont l'état du ciel, l'humidité, le vent. La donnée, c'est ensoleillé ou bien pluvieux ou bien couvert. Donc, pour l'humidité, je peux avoir les valeurs normales ou élevées. Et pour le vent, je peux avoir un vent fort ou un vent normal. Et selon donc, le choix, donc à chaque fois que je suis sur un nœud, je vais choisir de quel côté je vais aller pour savoir quelle sera la classe finale de mon objet. Et ça, bien sûr, ça c'est aussi basé donc, sur les métriques, comme on vient de dire ici. Donc, je vais calculer une distance pareille pour aller vers chaque nœud. Si la distance est satisfaisante, je prends la première branche. Si la distance n'est pas satisfaisante pour la première distance, je prends la deuxième branche et je continue jusqu'à arriver à la décision finale qui est oui ou non, est-ce qu'il fait bon ou pas. Donc, ça, c'est juste un exemple du fonctionnement des arbres de décision. Et bien sûr, donc, pour toutes les données, je dois avoir donc la taille identique. Et le nombre de classes, pareil, donc identique pour toutes les données de la base d'entraînement. Donc, pareil, pour les arbres de décision, on prendra le temps de les étudier et on ira même jusqu'aux forêts aléatoires, qui est aussi un algorithme très, très intéressant et qui est jusqu'à présent très utilisé en apprentissage automatique. Espérons juste qu'on aura assez de temps pour chacun. Les réseaux de neurones maintenant. Je pars très rapidement, encore une fois, vu que je veux juste vous donner une idée globale et on détaillera chacune plus tard dans notre cours. Donc, les algorithmes de réseaux de neurones,
C'est un ensemble d'unités élémentaires, ou on appelle ça aussi cellules, ou on appelle ça aussi nœuds interconnectés. Ces unités ne sont autres que des neurones formels. Et les réseaux de neurones, ça nous vient de la médecine, où on a essayé de s'inspirer du cerveau humain pour avoir des décisions sur des problèmes de classification et même de régression. Donc, pour prédire une sortie qualitative ou bien probabiliste. Dans une dynamique qui peut être synchrone, tous les neurones travaillent ensemble, ou asynchrone, le travail n'est pas forcément simultané. Formant ainsi un réseau de neurones. Les entrées peuvent être représentées par de nombreux descripteurs à valeur réelle ou qualitative, là où les sorties peuvent être réelles ou discrètes. Chaque unité peut manipuler une valeur qualitative ou quantitative. Différentes fonctions peuvent être utilisées pour le calcul de la sortie. L'architecture du réseau est constituée L'architecture du réseau est constituée de plusieurs couches et peut contenir des boucles de rétraction comme il peut ne pas en contenir. Donc, en fait, pour un réseau de neurones, j'ai certaines qualités que j'appelle l'architecture du réseau. Et dans l'architecture du réseau, je vais essayer de définir le nombre de couches, le nombre de noyaux dans chaque couche et le nombre de couches cachées. Or, bien qu'il soit possible de définir des réseaux cycliques, dans la pratique, la majorité des réseaux de neurones sont acycliques. La majorité. Mais pour les réseaux cycliques, on peut trouver donc, les réseaux récurrents, qui sont des réseaux cycliques. Les entrées sont propagées, et on appelle ça la propagation, la forward propagation. Donc, forward propagation, on utilise ça lorsque je veux classifier une donnée, tester une donnée, et la propagation en arrière, donc la back propagation, ça, on va l'utiliser pour mettre à jour les paramètres de notre réseau. Une erreur est calculée pour être rétropropagée, en anglais backpropagation, dans le réseau pour entraîner le modèle. Donc, voici un schéma d'un réseau de neurones. Donc, ça, c'est les neurones. La couche d'entrée va être le nombre de descripteurs qu'on va donner. Donc, si par exemple, mon entrée, c'est âge, poids et antécédent cardiaque, donc j'ai 3 nœuds, la sortie va être diabétique, non diabétique, hypertension ou bien sain. Donc ça, c'est ma couche de sortie. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être les couches cachées. Donc pour avoir donc, la sortie, la couche de sortie, je vais prendre le premier neurone, je vais le multiplier par un poids pour avoir ce neurone. Donc ce neurone en premier, multiplié par un poids, me donnera ce neurone, mais ce neurone dépend de ce neurone, mais aussi de celui-ci et de celui-là. Donc, premier neurone multiplié par un poids, plus deuxième neurone multiplié par un autre poids, plus troisième neurone multiplié par un troisième poids, va me donner la valeur de ce neurone. Et pareil, donc ce neurone avec ce neurone avec ce neurone, je ferai la même chose. Je multiplie par des poids et je fais la somme. Multiplie par des poids, fais la somme pour avoir ce neurone. Et je fais ce même processus pour toutes les couches cachées de mon réseau jusqu'à arriver à ma couche de sortie. Et à la couche de sortie, pareil, pour chaque neurone dans la couche de sortie, il va être la combinaison linéaire des neurones qui le précèdent multipliés par les poids. Donc ça va être premier neurone multiplié par un poids, deuxième neurone multiplié par un autre poids, troisième neurone multiplié par un autre poids, et j'aurai au final la première probabilité de mon neurone. Des fonctions vont être utilisées plus tard. Donc ça, on a bien vu que c'est une combinaison linéaire. Donc je suis en train de prendre des neurones, des valeurs ici. Donc par exemple 60 pour le poids,
60 pour l'âge et antécédent cardiaque 0. Donc 60 multiplié par 0,5. Par exemple, le premier poids, c'est 0,5. 65 multiplié par 0,3 et 1 multiplié par 0,8. Donc, c'est mes 3 poids et je vois bien que c'est une combinaison linéaire. Je multiplie par un poids et j'ajoute une deuxième donnée. Je multiplie par un poids et j'ajoute la troisième donnée. Et j'ai donc la combinaison linéaire qui est le premier neurone. Donc, c'est une fonction linéaire. Pour qu'elle ne soit pas linéaire, je vais rajouter une fonction telle qu'une sigmoïde pour essayer de changer la fonction linéaire, vu que je n'ai pas toujours une séparation linéaire des données. Donc, je veux toujours aller à des fonctions un peu plus compliquées. Donc, l'idée générale, c'est celle-ci. Avoir des couches d'entrée, en faire pour chaque nœud de chaque couche d'entrée, faire une combinaison linéaire avec des poids pour avoir chaque nœud de la couche suivante jusqu'à la couche de sortie. Et la couche de sortie va me définir à quelle classe appartient mon nœud, pardon, pas mon nœud, mon entrée. Et ceci, bien sûr, en calculant, donc la dernière couche va être les probabilités d'appartenance à chaque classe. Voilà, donc pour les réseaux de neurones, pour les réseaux de neurones convolutifs, donc c'est le même principe que les réseaux de neurones simples, sauf que au lieu d'avoir des nœuds qui sont une seule valeur, donc poids, âge et antécédent, je vais au lieu de ça avoir une image qui a peut-être plusieurs canaux, donc plusieurs dimensions. Et ce que je vais rajouter, donc lorsque je vais calculer donc, les poids, je vais avoir des convolutions qui font. Donc une convolution, c'est aussi une combinaison linéaire avec un filtre. Donc au lieu d'avoir un seul poids, je vais avoir une matrice de poids. Et cette matrice de poids, donc je vais multiplier ma matrice en entrée, qui est une image. Donc une image, ce n'est autre qu'une matrice. Je vais multiplier ma matrice en entrée par un filtre qui est le poids. Et je vais le faire avec une combinaison linéaire, donc multiplication, addition. Et je vais le faire avec toutes les entrées de mon réseau. Donc, pour ce faire, est-ce que j'ai fait un schéma? Donc, voilà, par exemple, donc, je prends mon image. Voici mon image. Je vais la multiplier par des filtres, plusieurs filtres. C'est un paramètre. Donc, comme dans le réseau de neurones, je définis le nombre de nœuds dans une couche cachée. Dans le réseau de neurones convolutifs, je définis le nombre de filtres dans la couche cachée. Donc, pareil, c'est des couches cachées. Donc, je prends mon image, je fais une convolution, donc une fonction linéaire que je vais appliquer sur chaque carré de mon image. J'aurai une image en sortie, je vais appliquer une autre convolution et ainsi de suite jusqu'au nombre de couches cachées que je veux faire. Donc, dans un réseau de neurones classique, ça s'appelait des couches, des nœuds. Dans un réseau convolutif, on appelle ça des couches de convolution. J'applique encore des fonctions de maximisation, donc la fonction max pooling par exemple, et enfin je termine avec le vecteur de classification. Donc pour une image donnée, je vais dire à quelle classe elle appartient. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette première introduction. Toutes ces données, on va en reparler durant le TP et vous allez trouver donc pour toutes les fonctions des implémentations toutes prêtes que vous devez juste utiliser pour voir le résultat que vous allez avoir et voir en pratique comment on utilise un algorithme d'apprentissage automatique. Et vous devez donc programmer les cas plus proches voisins parce que c'est simple et programmer aussi les métriques d'analyse de la robustesse d'un classifieur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre temps. Oui? Le nombre تاع les couches cachées ولا تاع les nœuds à chaque couche. Oui? Une règle باش نخيروهم. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle donnée. C'est généralement, on appelle ça alors, comment on appelle? Architecture engineering. C'est l'ingénierie des architectures. Pendant très longtemps, on avait essayé de trouver les meilleurs descripteurs possibles
pour représenter une donnée et pour pouvoir faire une bonne classification. Ensuite, les réseaux de neurones sont venus. Les réseaux de neurones sont venus dans les années 80, je crois, mais ils ont tout de suite été abandonnés parce qu'ils étaient trop coûteux. Mais récemment, à partir de 2012-2014, on va dire, les réseaux de neurones sont revenus avec l'imagerie, avec la classification d'images, avec la compétition ImageNet, et les gens se sont dit, ont trouvé que les réseaux de neurones marchaient beaucoup mieux parce qu'on avait plus de capacité. On avait de meilleurs GPU, on avait de meilleurs CPU, et c'est là qu'est né l'apprentissage profond. L'apprentissage profond qui est basé totalement sur les réseaux de neurones. Et à partir de l'apprentissage profond, maintenant, si vous voyez en industrie, et même dans la recherche et même dans l'industrie, tout le monde utilise l'apprentissage profond. Tout le monde, je dis tout le monde, ou je dis la quasi-totalité utilise l'apprentissage profond parce qu'on a des machines performantes. Et au lieu de faire l'ingénierie des descripteurs, donc la technique qui consistait à trouver les meilleurs descripteurs possibles pour représenter une donnée, maintenant on essaie de réfléchir à quelle est la meilleure architecture du réseau de neurones qui puisse répondre à ma classification, à ma régression, mon clustering, etc. Donc aujourd'hui, c'est un très gros problème de trouver la meilleure architecture du réseau. Très souvent, c'est empirique, c'est-à-dire que j'essaie des architectures et je vois ce que ça me donne. Les recherches qui se focalisent sur comment trouver la bonne architecture, ça c'est moins. Il y a moins de recherches pour définir quels sont les critères pour avoir une bonne architecture. Mais il y a plus de recherches pour dire voici les résultats que j'ai eus en utilisant cette architecture, donc mon architecture est bonne. Donc combien de hidden layers, combien de couches cachées, combien de nœuds dans chaque couche, ça rentre dans l'ingénierie de l'architecture. Et ça, c'est encore un domaine qui reste compliqué à trouver. D'accord, merci. Merci à vous. D'autres questions, d'autres préoccupations? Très bien, donc je vous donne rendez-vous cet après-midi pour notre premier TD et on aura donc, Inch'Allah, plus de temps pour mieux s'étaler sur ces concepts. Merci à vous.